Je crois que la première remarque qu'il faut présenter, c'est important, c'est que parmi les grands hommes de la révolution russe, c'est le seul, vous m'entendez bien, c'est le seul qui soit un prolétaire. Vous savez sans doute que Lénine était de famille bourgeoise, que son père même a été anobli à la fin de sa vie. Quant aux Kamenev, aux Zinoviev et Boukharine et aussi Trotsky, c'était des gens bien. Enfin, je veux dire qu'il y avait de l'argent. Hein. Je ne sais pas si vous savez que Trotsky, qui s'appelait en réalité Bronstein, était le fils d'un koulak, comme on dira plus tard, c'est-à-dire un paysan enrichi. Tandis que Yossip Djougashvili, c'était son nom, hein, Yossip Djougashvili, son père était un cordonnier, du reste buveur, ivrogne, et qui est mort dans une rixe quand l'enfant avait 11 ans, et la mère faisait des ménages. C'est vous dire que réellement celui-là est le seul sort du plus petit peuple. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, c'était un garçon qui avait l'intelligence, et il travaillait bien, sa mère se sacrifiait pour qu'il puisse faire des études secondaires, et quand il a 15 ans, elle le fait inscrire au séminaire de Tiflis, ce qui ne signifie pas qu'il avait l'intention d'être pape. Il dira plus tard qu'il avait déjà perdu la foi à ce moment-là, ce n'est pas absolument certain, mais ce qui est certain, c'est que ce fameux séminaire de Tiflis était le seul enseignement, le seul établissement d'enseignement supérieur en Géorgie. La Géorgie, il ne faut pas l'oublier, c'était une terre de conquête par rapport aux Russes. En 1811, je crois qu'ils avaient fini par conquérir cette Géorgie. Alors les Russes n'avaient pas trop l'intention de développer une élite intellectuelle, si bien qu'ils avaient conservé le grand séminaire, mais que le séminaire de Tiflis accueillait des quantités de gens qui n'avaient aucune disposition pour être POC, qui voulaient simplement faire des études un peu supérieures. Il va y rester de 15 ans à 20 ans, et il racontera plus tard qu'il est sorti parce qu'il était indigné, parce qu'il était furieux. Il ne semble pas que ce soit vrai. Il n'a pas été chassé. Il se vantera plus tard d'avoir été chassé comme jeune révolutionnaire. Il semble qu'en fait, au printemps de cette année 99, je viens de vous le rappeler, il était né en 79, donc il avait 20 ans, devant se présenter à des examens qui l'auraient conduit à la prêtrise, il a renoncé parce qu'il était déterminé à ne pas être pauvre. Bon. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Pour gagner sa vie, il était pendant un certain temps, quelques 6 semaines, pas trop plus, semble-t-il, comme fonctionnaire à l'observatoire de Tiflis. Et presque tout de suite après, je vous répète, environ 6 semaines, le voilà qu'il n'aura plus de gagne-pain. Cet homme va vivre comme permanent de ce nouveau parti révolutionnaire qu'on appelait à ce moment-là les sociodémocrates. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, les bolcheviks considèrent que le mot social-démocrate est une sorte d'insulte. Et à ce moment-là, les bolcheviks, les futurs bolcheviks, c'est en 1903 qu'on inventera ce nom. Enfin, les révolutionnaires russes s'appelaient sociodémocrates parce que les marxistes allemands, très puissants, qui avaient déjà 1 million d'électeurs, s'appelaient sociodémocrates. Bon. Alors Lénine, qui avait 9 ans de plus que Staline, Lénine avait lancé un mot d'ordre qui était qu'il faut que nous ayons un parti extrêmement uni, très condensé, très solide, où n'entreront pas des amateurs qui voudront de temps en temps travailler à la révolution, mais des permanents, des gens d'un appareil. Eh bien, il semble que tout de suite, à 20 ans, ce jeune Yossip Djougashvili est un permanent de ce nouveau petit parti social-démocrate. Comment vivent-ils? Les souscriptions, mais ça, ils sont pas nombreux, donc les souscriptions rapportent pas grand-chose. Il y a aussi ceux qu'ils appelaient en souriant les corbeaux blancs, c'est-à-dire des gens qui appartenaient au parti possédant et qui, pour des raisons mystérieuses, donnaient de l'argent aux révolutionnaires. Il y en avait un en particulier, Morozov, qui donnait beaucoup. Mais surtout, la plupart des ressources de ce parti venaient carrément de ce qu'ils appelaient des traduisait expropriation, traduisait hold-up. Il faisait des coups sur les banques. Le plus formidable a été en juin 1907, lorsque, sur la place centrale, Erivan, je crois, de Tiflis, aujourd'hui Tbilissi, une bande de gens a attaqué la diligence, le carrosse, qui apportait 740 000 roubles qui venaient de la banque centrale de Saint-Pétersbourg pour aller à Tiflis, et ils ont volé ces 740 000 roubles. C'est avec ça qu'ils vivaient. Il y a eu, coup sur coup, un livre anglais, puis un livre français, en 68 et en 71, je ne crois pas me tromper, d'un nommé Smith du côté anglais, du côté français, Olivier, pour nous affirmer que ce Djougashvili, qui ne s'appellera Staline que vers 1912, était en réalité un agent double, c'est-à-dire quelqu'un qui était payé à la fois par l'Okhrana c'était la police politique tsariste, et par le parti. J'ai étudié de près ces 2 livres, il n'y a aucune preuve, même pas un commencement de preuve. Je crois que ce sont 2 livres extrêmement malveillants pour détruire une certaine légende stalinienne, mais que je crois loyalement qu'il n'y a aucune preuve qu'il ait été un traître. C'est évidemment un homme qui est souvent arrêté, qui s'évade, qui est quelquefois libéré, peut-être par anticipation, mais à partir de 1913, il va être envoyé en Sibérie et il n'en bougera plus jusqu'à la révolution de 1917. C'est vers 1912, semble-t-il, qu'il a rencontré Lénine. Il l'avait déjà vu une fois très rapidement lorsque Lénine s'était réfugié en Finlande vers 1906-1907. Staline ne s'était pas fait remarquer encore particulièrement, mais voilà qu'en 1912, on a une lettre de Lénine à Gorky parlant du
entre guillemets, le merveilleux géorgien que j'ai découvert, le merveilleux géorgien. Il est donc certain que Lénine a pris une grande amitié, une grande admiration pour ce jeune homme, un peu plus jeune que lui, et qui travaillait très bien, et qui lui était très discipliné. La preuve de cette confiance, c'est qu'en 1912, le gouvernement tsariste autorise pour la première fois le journal bolchevique qui s'appelle la Pravda, la vérité, je crois que ça veut dire, et les articles de fond de la Pravda vont être écrits par ordre de Lénine, précisément par notre Staline. Arrêté l'année suivante, comme je vous le dis, en 1913, et le voilà qui, à cause de la première révolution russe, celle du 15 mars 1917, c'est-à-dire quand le tsar abdique, le voilà qui va pouvoir revenir de sa Sibérie. Il était tout à fait au nord de la Sibérie, dans les régions glaciaires. Il revient. Et alors là, j'insiste sur un point assez important, il n'est pas du tout un des personnages principaux du mouvement bolchevique, au point que, lorsqu'à la fin de juillet 1917, Kerensky va se déchaîner contre les bolcheviks, qui le rend responsable d'une insurrection militaire qui avait eu lieu dans les rues de Petrograd, Lénine va être obligé de s'enfuir, beaucoup sont arrêtés, et notre Staline n'est pas arrêté. Vraisemblablement parce qu'il était un homme de la base et qu'il n'était pas du premier plan. Et j'insiste beaucoup sur ce que je vais vous dire maintenant, à savoir que dans le livre de base, le livre fondamental, c'est John Reed, les 10 jours qui changèrent le monde, et qui raconte la révolution dite d'octobre. Vous savez qu'en réalité, c'est de novembre cette révolution, mais comme le calendrier russe à ce moment-là retardé de 13 jours sur notre calendrier, les Russes continuent d'appeler ça la révolution d'octobre. Et bien dans ce fameux John Reed, je répète, 10 jours qui changèrent le monde, vous chercherez en vain le nom de Staline. Il n'est pas nommé. Par conséquent, il n'a pas eu un rôle déterminant, quoi qu'il dira plus tard, dans les mouvements révolutionnaires eux-mêmes. N'empêche que dès que Lénine constitue un premier gouvernement, on ne va pas employer le mot de ministre qui fait bourgeois, on dira commissaire, commissaire du peuple, on va lui donner, par la volonté même de Lénine, 2 commissariats. Je crois que c'est le seul qui cumule. Il a d'une part le commissariat aux nationalités. Qu'est-ce que ça veut dire, nationalité? Vous savez bien que la Russie, qui est aujourd'hui encore une très grande puissance coloniale, a affaire avec ses allogènes. Et comme lui est un allogène, puisqu'il vient de Géorgie, Lénine pense que ce Staline est qualifié pour traiter le problème des nationalités. Et puis on va lui donner un deuxième portefeuille qui s'appelait Rabkrin, je ne sais pourquoi, Rabkrin, qui veut dire commissariat à l'administration ouvrière et paysanne. Mais c'est pas tout. En avril 1922, Lénine va lui donner un 3e pouvoir, c'est un cumul extraordinaire, mais il le fait nommer secrétaire général du parti bolchevique. C'est une position considérable. Il faut ajouter qu'entre 1917 et 1922, Staline avait eu des missions particulières, par exemple l'affaire de Tsaritsyn. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Tsaritsyn, c'est aujourd'hui Volgograd, mais ça a été longtemps Stalingrad. C'était un point extrêmement important pour le ravitaillement entre ce qui venait de la vallée du Don et les grandes villes, Petrograd et Leningrad, et il était important de le garder. Et bien c'est lui qui va assurer la défense, avec Trotsky, mais il y aura déjà quelques difficultés, la défense de Tsaritsyn. Contre Yudenich, vous vous rappelez peut-être un de ces généraux révoltés, lui travaillait sur les bords de la Baltique. Staline va être envoyé par Lénine pour lutter contre Yudenich. Et enfin, lorsqu'il y a l'agression, je dis bien, il faut le savoir, l'agression polonaise de 1920, lorsque Pilsudski attaque la Russie, lui aussi, Staline aura une mission importante dans la direction de Lemberg, qu'on appelait déjà, je crois, Lvov. C'est vous dire qu'il a vraiment une situation assez exceptionnelle dans le parti, mais que dès l'année 1923, et peut-être dès la fin de l'année 1922, Lénine commence à regretter d'avoir donné tant de pouvoir à ce Staline. On a publié longtemps après les lettres, les notes qu'avait laissées Lénine, qui était malade, qui avait eu coup sur coup des attaques, et qui, à la fin de l'année 1922, avait rédigé des notes que l'on cachera, mais que connaissaient les initiés, et dans une de ces notes, il y avait ceci expressément: je conseille aux camarades du comité central de chercher les moyens, de démettre le camarade Staline de fonctions excessives. C'était Lénine qui était responsable. Il est certain qu'il y a eu à ce moment-là une tension extrême entre Lénine et Staline, au point que Staline aurait, paraît-il, fait un coup de téléphone à Nadia Krupskaya, c'est-à-dire la femme de Lénine. Personne n'avait osé parler comme il a parlé à Nadia Krupskaya, on l'a caché à Lénine. Lénine ne le saura qu'en mars 1923, parce qu'il va un peu mieux. Pendant très longtemps, on a dissimulé les choses. Quand il apprend les choses, quand Lénine apprend la façon dont Staline a osé parler à sa femme, il exige de lui, on a la petite lettre, des excuses immédiates. La situation de Staline est très menacée. Or, par chance, si j'ose dire, Lénine va retomber malade d'une manière définitive. C'est à partir du 10 mars 1923. Vous savez peut-être qu'il va mourir le 21 janvier 24, mais que pendant toute l'année 23, il n'est plus lui-même, ce qui va permettre à Staline de garder une position, à ce moment-là, vulnérable.
Lénine meurt, vous savez, janvier 1924. Alors tout de suite, Staline se met en vedette comme s'il était l'héritier direct et immédiat de la véritable pensée de Lénine. Et il fait un certain nombre de discours qui s'appellent principe du léninisme, où il se donne pour le continuateur direct de Lénine, ce qui était assez inexact. J'ajoute d'autre part que ces principes du léninisme sont extrêmement truqués, parce que finalement c'est très difficile de définir le léninisme, étant donné que Lénine a travaillé au coup par coup, vous savez, qu'avec la NEP, Nouvelle Politique Économique, il avait renversé la vapeur. Donc c'était assez artificiel de parler de léninisme, mais pendant des années, de 24 à 29, on va voir un Staline qui se donne, je vous le répète, pour l'héritier, et qui mène une politique à ce moment-là de conciliateur. Il y a un livre récent, il a été traduit en français seulement l'année dernière, d'un Américain qui s'appelle Adam B. Ulam. Adam B. Ulam, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais je suis entièrement d'accord pour insister sur quelque chose de très peu connu, le rôle, l'attitude qui va être celle de Staline entre 24 et 29. Il est déjà à l'intérieur du parti, il y a d'horribles rivalités, il y a Kamenev et Zinoviev d'un côté qui détestent Boukharine, ils sont presque tous contre Trotsky. Il est très frappant de voir que chaque fois, Staline essaie d'éviter les moyens violents. Il dit en particulier, vous songez à des exclusions, je m'y oppose absolument. En décembre 25, Kamenev et Zinoviev voudraient faire tuer Boukharine, et il leur dit dans un discours officiel, vous voulez la tête de Boukharine, vous ne l'aurez pas. Il y a donc un Staline assez inattendu pour nous, qui est un Staline à ce moment-là sage, raisonnable, conciliateur. Mais en 1929, vous avez calculé, il a 50 ans, en 1929, le voilà qui va foncer. Ce fameux culte de la personne dont on parlera, et Dieu sait à quel degré il s'élèvera, c'est lui qui imagine de le faire pour ses 50 ans. Comme il est secrétaire général du parti, il a une position énorme. Je veux dire par là qu'il est à la tête d'une espèce d'immense agence de placement, puisque c'est lui qui nomme les gens qui, à travers toute la Russie, sont les responsables du parti. Il dispose de ces gens, il a une clientèle extraordinaire. Alors, sachant qu'il dispose de cette clientèle, il peut y aller. Et cette fois, à partir de 29, il va commencer à faire une politique personnelle. Laquelle? Il va se décider brusquement pour la fameuse industrialisation forcenée. Notez que ça avait été une idée de Trotsky et que lui-même en 26 y était opposé en disant non, c'est absurde, on ne peut pas, on n'a pas les moyens de faire une grande industrialisation. Il va le faire. Et vous savez dans quelles conditions? Ça va être atroce. Première attitude monstrueuse qui sera celle de Staline, à savoir qu'il va persécuter les paysans, appelant Koulak tout le monde, pour les encager dans les sovkhozes, dans les kolkhozes. La Russie sera une mer bouillonnante, vous savez, avec des gens en révolte partout. C'est pas la peine de faire la littérature là-dessus, vous le savez bien, ces trains de déportation qui crachent leurs cadavres le long du Balast, enfin qui vont du centre de la Russie jusqu'en Sibérie, ça va durer jusqu'à la fin de 33, de 29 à 33, ça sera horrible. Mais la compensation, si l'on ose dire, c'est qu'effectivement, cette industrialisation commence à se réaliser. Il avait fixé en 29 un plan qu'il appelait un plan quinquennal. Avant même la réalisation du temps, avant les 5 ans, le plan quinquennal est réalisé. Et à partir de cette date, il continuera à travailler d'une manière efficace et très sérieuse à l'industrialisation de la Russie. Nous arrivons au congrès de 34, qu'on appelle le congrès des vainqueurs. En effet, ils sont vainqueurs, puisque les paysans n'osent plus bouger. Et à ce congrès de 34, il se produit une chose stupéfiante, qui nous étonne encore aujourd'hui et qui est la suivante. Kirov, qui passait pour être son dauphin, et qui semble avoir beaucoup aimé. Kirov a fait la proposition que voici, pendant le congrès, toute suggestion du camarade Staline aura désormais force de loi. Vous entendez? Une suggestion. Il suffit que Staline fasse une proposition pour qu'on dise immédiatement, il n'y a pas besoin de voter, on est tous d'accord. C'est vous dire à quel point son autocratie était déjà énorme. Ça, c'est en 34, je vous le dis. En décembre 34, Kirov est assassiné. Assassiné à Leningrad dans des conditions qui restent aujourd'hui obscures. Tout le monde a entendu parler du fameux rapport Khrouchtchev de 56. J'ai des luttes pour ce rapport. Mais il est évident que Khrouchtchev essaye d'insinuer, il ne dit pas clairement, essaie d'insinuer que c'est Staline qui a fait assassiner Kirov. Je n'en sais rien. Svetlana, sa fille, dont nous parlerons tout à l'heure, Svetlana hésite sur la question. Elle a fait 2 livres sur son père à 10 ans d'intervalle, et la première fois elle le justifie, elle dit c'est pas vrai, et la seconde fois elle laisse planer un doute. Est-ce possible? Est-ce que vraiment Staline aurait fait assassiner ce Kirov après l'avoir vraiment, je crois, aimé et soutenu, parce qu'il le considérait comme quelqu'un de dangereux? La question reste posée. Mais il y a au moins une certitude, c'est que la police l'a laissé assassiner.
Son assassin, on le connaissait, on l'avait déjà une fois arrêté, porteur d'un revolver, et on l'avait laissé en liberté. Est-ce que vraiment c'était la police qui trahissait Staline, ou bien Staline qui a trahi son camarade Kirov? J'en sais rien. Mais c'est à partir de cet assassinat de Kirov que Staline va inaugurer cette seconde politique monstrueuse qui est la sienne. La première, ça avait été ce qu'il avait fait à l'égard des paysans, et maintenant, vous le savez bien, 36, 37, 38, 37 surtout, ça va être ce qu'il appelle les purges. Et ça, c'est inimaginable. Les soviets eux-mêmes, en 1967, ont donné un chiffre. Ce chiffre, c'est plus de 700 000, vous entendez, plus de 700 000 personnes fusillées, détruites par ordre de Staline. Sans parler des gens qui sont envoyés dans les camps de concentration. Notez bien que le goulag existait déjà depuis la fin de Lénine. Lorsque Lénine a disparu en 1924, il y avait déjà 56 camps de concentration en Russie. Donc, l'instrument de la tyrannie était déjà tout prêt. Mais Staline va en faire un usage terrifiant. Oh, je sais bien les excuses qu'on peut présenter. On peut dire il tenait à ses plans quinquennaux. Il y avait des gens qui l'accusaient de sabotage, en fait, qui ne faisaient pas ce que l'on voulait pour le plan quinquennal. Mais on a retrouvé des archives pendant la guerre, après la guerre, à Smolensk. Et on a vu que ces archives c'était le NKVD, je crois, qui avait succédé à la GPU, arrêtaient des gens pour des suspicions vague, parce que quelqu'un n'avait pas avoué que son père avait été un officier tsariste, parce que quelqu'un était très attaché à l'ancienne organisation ecclésiastique. Enfin, il est certain qu'il y a là une épuration sauvage et qui frappe le parti communiste même. Ces 700 000 tués sont presque tous des compagnons de route, sauf le mot m'échappe maintenant, enfin, des compagnons de route, des compagnons d'armes que Staline va faire disparaître. À partir de 38, il semble qu'il se calme. Il a gagné, il a l'impression que c'est réglé. Il y a eu l'affaire mystérieuse de Tukhachevsky, c'est ce maréchal qui avait été accusé par lui de trahison. Là, je ne sais pas quoi penser, seulement je puis vous dire, ce n'est pas encore très connu aujourd'hui, que je dis note, parce que je suis français, l'ambassadeur de France, Coulondre, dans ses notes qu'il envoyait au Quai d'Orsay, indiquait que quant à lui, il croyait effectivement que Tukhachevsky et un certain nombre de généraux et de maréchaux, épouvantés par la politique sanguinaire de Staline, avaient préparé un putsch militaire contre lui. C'est très possible. Mais à partir de l'année 38, plus rien, beaucoup moins de persécutions. Pourquoi? Parce que l'obsession de la politique extérieure est là qui l'accable. Quoi donc? Naturellement, le danger hitlérien, quoi. Là, il faut que j'insiste un instant sur le fait que les Occidentaux, les Franco-Anglais, avait proposé en 1934 à Staline un plan, mon Dieu, assez raisonnable, imité de ce que la France et l'Angleterre avaient fait avant 1914 contre un autre danger qui s'appelait à ce moment-là Guillaume II. Vous savez, on avait dit on va prendre Guillaume II dans une pince. D'un côté, il y aura un puissant bloc militaire franco-anglais, de l'autre côté, il y aura la Russie tsariste. Et peut-être que ça dissuadera Guillaume II de faire la guerre. Ça n'avait pas dissuadé. Alors, monsieur Barthou, ministre des Affaires étrangères, en avril 1934, avait fait la proposition suivante. Je sais bien que les Russes ne sont plus maintenant la Russie tsariste, je sais bien que ce sont d'horribles, puis ce sont des communistes, et Dieu sait que monsieur Barthou est un dernier communiste, mais comme il l'a dit lui-même ouvertement, Barthou, il a dit, mais pensez au roi très chrétien, Louis XIV, qui s'est quand même allié avec le Grand Turc, avec les musulmans, contre une puissance catholique qui s'appelait l'Autriche, parce qu'il s'agissait de défendre la France. De même, disait Barthou, c'est le démon, de ce côté-là, mais il faut faire un pacte avec le démon, parce qu'on pourra faire tenir tranquille peut-être ce dangereux personnage qui s'appelle Hitler. Oui, mais assez rapidement, Staline va s'apercevoir que cette promesse anglo-française de soutien militaire, d'entente militaire, ne peut pas être tenue. Et en réalité, il va voir avec étonnement les anglo-français ne rien faire devant les agressions d'Hitler. Par exemple, lorsque le 7 mars 1936, au mépris de ses engagements, Hitler remilitarise la rive gauche du Rhin, les Alliés ne bougent pas. Lorsqu'en 1938, on va voir l'Anschluss, c'est-à-dire la mainmise sur l'Autriche, il ne bouge pas. L'affaire de Munich va être... C'est un mot, ce que je vais vous dire, qui est de Churchill. C'est une gifle qu'on va imposer à l'URSS, étant donné que l'URSS est aussi bien que la France garante de l'intégrité territoriale de la Tchécoslovaquie, mais Hitler avait interdit, vous attendez, il avait interdit la présence d'un émissaire de la Russie à Munich, et les Anglo-Français avaient cédé. Alors peu à peu, l'idée vient à Staline qu'il est en train de se faire trahir par les Anglo-Français. Et quand il va apprendre cette chose scandaleuse, qui n'est pas assez connue aujourd'hui, l'invitation adressée par M. Georges Bonnet, ministre français des Affaires étrangères, le 6 décembre 1938, de venir au Quai d'Orsay pour des conversations confidentielles. Très rapidement, Staline saura ce que sont ces conversations confidentielles. Il n'y a aucun protocole, vous ne le verrez jamais imprimé, mais on le sait ce qui s'est passé. Ce jour-là, M. Bonnet a dit à Ribbentrop, pour qu'il le répète à Hitler, nous avons déjà abandonné la Tchécoslovaquie, vous avez, vous, Allemands, les mains libres à l'Est, faites ce que vous voudrez à l'égard de la Pologne, mais ce qui serait le mieux, c'est que vous reliez son compte à la Russie.
Alors Staline estime que ces gens, les anglo-français, l'ont trahi, ont fait semblant de l'utiliser contre Hitler et en réalité s'entendent maintenant avec Hitler contre lui. D'où la riposte. Quelle riposte? Ce fameux pacte germano-soviétique que j'ai reçu moi aussi en plein cœur et qui a bouleversé des tas de gens parce que je ne savais pas quel avait été le rôle de la France à ce moment-là. Je ne suis pas là, vous vous en doutez bien, pour défendre Staline, mais je comprends parfaitement son pacte germano-soviétique. Sa Russie est très faible maintenant à cause des purges militaires qu'il a faites. Il est incapable de soutenir une guerre. Et comme Hitler va lui faire une proposition absolument inattendue, à savoir je vous rendrai les territoires polonais que l'agression polonaise de 1920 vous a arrachés, 250 km de territoire russe en profondeur, des Biélorussiens et des Ukrainiens annexés de force aux Polonais, Hitler dit écoutez, si vous êtes neutre, si vous me laissez régler mon compte de l'autre côté, vous allez tranquillement reprendre vos territoires. Il ne pouvait pas, en tant que chef d'État, faire autre chose que ce qu'il a fait avec son pacte germano-soviétique. Mais il a été pris de court par le 22 juin 41, à savoir il avait cru que pendant un certain nombre d'années il allait pouvoir être tranquille, s'entendait avec Hitler en apparence, mais il ne se doutait pas de l'agression préparée par Hitler. Si bien que le 22 juin 41, c'est un coup effrayant pour lui, et je crois que l'on peut accorder crédit à Khrouchtchev qui dit il crut à ce moment-là que tout était fini. Il avait extrêmement peur d'une guerre, il se souvenait que la révolution avait été possible en 1917 parce que le tsarisme était en train de perdre la guerre, et il se dit si nous maintenant, les bolcheviks, nous perdons la guerre, qu'est-ce qui va arriver? C'est peut-être la fin de notre expérience. Il ne va pas prendre la parole, ni le 22 ni le 23. Les Russes attendent que le père de la patrie, enfin que Staline dise un mot. Rien. C'est seulement le 3 juillet qu'il fera un discours du reste assez morne. Le 15 octobre, alors que les Allemands sont tout près de Moscou et qui sont déjà aussi devant Leningrad, nouvel affolement semble-t-il. Ça, nous le savons par la tante de Svetlana. On le sait par Svetlana qui raconte, ma tante Evgenia m'a dit ce jour-là, 15 octobre, ton père veut que nous partions tout de suite vers Kouïbychev, c'est-à-dire tout à fait à l'est. On va envoyer les principaux ministères là-bas, tout le corps diplomatique ira à Kouïbychev, parce que ce 15 octobre, il est convaincu que les Allemands vont l'emporter. Il saura se reprendre. Et le 7 novembre 1941, il va faire un coup qui sera définitif pour lui. Les Allemands sont à moins de 20 kilomètres de Moscou. Ils vont peut-être attaquer d'un jour à l'autre. Et ce jour-là, 7 novembre, il décide, on va faire, comme d'habitude, la célébration de la révolution d'octobre, c'est-à-dire de novembre. Et il va apparaître pour la première fois en public, avec un costume qui n'est pas encore son costume de maréchal, mais il va être là devant les soldats qui défilent. Les moscovites savaient parfaitement que les ministères étaient partis. On pensait même que Staline était parti aussi. Il était là. Et il était là sous un ciel bas, c'est entendu qu'il ne permettait peut-être pas un bombardement par avion, mais enfin les Allemands étaient à côté. Et le fait est qu'il ait fait ce jour-là un discours grave, où il mobilise Pouchkine, où il mobilise même Tolstoï, où il mobilise Kutuzov et Souvarov, enfin, où toute la nation russe est engagée dans cette défense, sera pour lui la reprise totale de son prestige. Et un prestige qui ne va pas cesser de croître avec les succès militaires que vont rapporter les Russes. Et par conséquent, à la fin de la guerre, Staline a été entouré d'une vénération et d'un enthousiasme inimaginables. Yalta, naturellement, va faciliter les choses pour lui. Attention, ne répétons pas, comme on le dit souvent, que Roosevelt était un homme très diminué, qui ne savait pas ce qu'il avait fait. Yalta, pas du tout. Yalta, vous savez, c'est janvier-février 45. Et en octobre 44, Churchill s'était déjà rendu à Moscou, et sur un bout de papier que nous possédons aujourd'hui, ils avaient fait, ridiculement et honteusement, un partage de l'Europe, en disant, ben voilà les territoires qui sont des territoires satellites russes, et voilà les territoires qui sont satellites américains. Donc Yalta, c'est simplement le constat, enfin l'enregistrement des réalités. Là arrivent les troupes occidentales, là arrivent les troupes russes, etc. Je suis obligé de me séparer d'Adam Bioulam dans ce beau livre dont je vous ai parlé, livre américain récemment traduit en français, sur la question de la guerre froide. Pour la seconde fois, je répète que je ne suis pas suspect de stalinisme, mais je dois vous dire que ce qu'on a appelé en Occident la guerre froide, et qu'on a mis à la responsabilité de Staline, ce n'est pas sa responsabilité. J'ai marché comme tout le monde, enfin comme la plupart des Français et des Occidentaux, en nous disant, il y a un énorme danger soviétique qui veut nous attaquer, les troupes russes sont à 2 étapes de Brest. C'était totalement faux, étant donné que les Américains ont eu la bombe atomique 2 ans avant les Russes, et que les Russes ne pouvaient pas envisager un combat avec une Russie déjà exsangue. Ils ne pouvaient pas envisager une opération militaire parce qu'ils auraient été écrasés par la bombe atomique. La responsabilité de la guerre froide est entièrement une responsabilité anglo-saxonne, et en particulier le 12 mars 1947, lorsque Truman a fait un discours provocateur, et je
je fais attention aux mots que je prononce, lorsque le 12 mars 1947, Truman a annoncé que la Grèce, bon, on le savait depuis longtemps, était dans l'orbite occidentale, mais que la Turquie aussi était dans l'orbite désormais occidentale. La Grèce, pas grave, il n'y avait pas de frontière commune avec la Russie, mais la Turquie a une frontière commune avec la Russie. Alors tout à coup, les Américains annonçaient qu'ils allaient avoir des bases militaires sur la frontière sud de la Russie. Je vous demande de réfléchir un peu au frémissement qu'auraient pu secouer les Américains s'ils avaient appris brusquement que sur leur frontière sud, c'est-à-dire au Mexique, la Russie mettait des bases militaires, c'est-à-dire non pas avec aujourd'hui des missiles, mais avec des avions et des canons à longue portée. Non pas que Truman désirât la guerre, mais l'économie américaine, depuis qu'il n'y avait plus la guerre, baissait, il y avait des problèmes intérieurs, et il était indispensable d'avoir une menace de guerre, ce qu'on appellera la guerre froide, pour obtenir de nouvelles commandes. Mais cette fameuse guerre froide dont on parle permettait à Staline d'accroître encore son autocratie, en disant à ses subordonnés, à ses sujets, il faut bien les appeler ses sujets, qu'il devait l'écouter, lui seul. Avez-vous remarqué que le congrès russe, le congrès bolchevique, qui devait se tenir en principe au moins une fois par an, le dernier congrès avait été de mars 1939, et le congrès suivant sera de l'automne 1952. Donc de mars 59 à l'automne 1952, plus même de congrès. Il n'y a pas moyen, c'est pas utile, il y a M. Staline qui dirige tout. Tout, mais quand je dis tout, c'est tout. Par exemple, même, vous le savez bien, l'affaire Lysenko, c'est-à-dire des problèmes de biologie. Lysenko était un aberrant. Celui qui s'opposait à lui, qui était raisonnable, s'appelait Vavilov, c'est un biologiste qui était emprisonné. Et les idées de Lysenko vont être imposées par Staline. Maintenant, dans la littérature et de la peinture, lui aussi exige le fameux réalisme soviétique. Un régime d'étouffement spirituel, d'étouffement intellectuel. Et il est bien évident qu'à ce moment-là, il va reprendre encore ses formules de purge à l'égard des satellites. Il n'y aura plus de grands procès en Russie. Mais il y aura des procès chez tous ceux qui ne veulent pas obéir, et à un certain moment même, la guerre sera toute proche entre Tito, qui a osé se séparer, et lui-même. Néanmoins, cet homme vieillit beaucoup. Il va avoir ses 70 ans en 49. Il a eu plusieurs attaques. Il a des taches rouges sur la figure. Il n'est plus tout à fait lui-même. Il a une obsession de hantise. Il croit qu'il a des ennemis tout autour de lui. Les deux fils de Mikoyan, qui lui est pourtant complètement dévoué, sont déportés. La femme de Molotov est déportée. Un homme comme Voroshilov est suspect par lui d'être un agent anglais, ce qui est totalement aberrant. Et vous savez qu'il mourra assez rapidement d'une attaque, semble-t-il, dans la nuit du 3 au 4, on n'avouera ça que le 5 avril 1953. Et maintenant, dans la mesure où c'est possible, on va tenter de s'approcher de cet individu. La première chose à dire, c'est qu'il est profondément dissemblable de Lénine. Lénine était quelqu'un d'absolument indifférent aux avantages du pouvoir. Ceux qui l'ont approché disaient qu'il était le même, quand il habitait le Kremlin, que celui qu'on avait vu pendant des années, lutteur presque inconnu. Il continuait à s'habiller très mal, et il avait choisi au Kremlin d'être au l'étage domestique, où il habitait 3 petites chambres, et il mangeait à la cuisine avec la femme de ménage. Pourquoi une femme de ménage? Parce que sa femme, Nadia Krupskaya, travaillait aussi. Donc c'est un homme qui ne s'est pas servi du pouvoir, tandis qu'il est évident que Staline est un profiteur. Pensez que dès 1919, il s'est fait déjà donner une datcha à Zubalovo, qui était à 30 km environ de Moscou. Et sa pauvre fille, Svetlana, se rendait pas compte de ce qu'elle dit, en disant, oh, nous vivions très simplement à Zubalovo. Évidemment, nous avions une nurse, évidemment, nous avions un parc. Rendez-vous compte de ce que c'était la vie de la plupart des Russes en 1919, avec les destructions de la guerre. C'était un avantage prodigieux d'avoir cette datcha. Mais il ne se contentera pas de cette datcha-là, il en aura des tas, il les accumulera. À partir de 34, il va se faire construire une villa à lui, à 15 km de Moscou, qui s'appelle Kuntsevo, et il aura d'autres datchas, il en aura plusieurs le long de la mer Noire, et en particulier une à l'intérieur de la Russie qui s'appelle Semenerskoye, qui a un immense parc, qui a des arbres centenaires, qui a un grand étang, et il exigeait qu'il y ait toujours une domesticité en alerte, capable de le servir dès qu'il arriverait. Et quelquefois, il n'arrivait pas. Mais pendant une année, il y avait ces domestiques qui étaient là parfaitement mobilisés. C'est vous dire à quel point c'est un profiteur. Un point. Un homme comme Lénine, d'autre part, est absolument indifférent à ce qu'il mange. Vous savez, Lénine est un garçon qui mange pour s'entretenir, pour pouvoir vivre. Tandis que Staline est un vorace. Pas un buveur, non, pas un buveur. Jamais il est ivre, mais il s'amuse à enivrer les gens. Et sa grande joie, c'est d'organiser des orgies. Attention, pas avec des femmes, il n'y a pas d'histoire sexuelle avec lui. Mais alors, la grande bouffe, c'est épouvantable. Il adore ça. Je dois vous avouer aussi qu'il y a un côté de vulgarité qui est extrêmement pénible chez lui. C'est Svetlana elle-même qui le raconte avec quelques peines. Elle avait été, on lui a raconté ce qui se passait. Les plaisanteries de Staline sont des plaisanteries lamentables. Par exemple, il incite un camarade, dans ces orgies dont je vous parle, lorsque un autre à côté est debout, à verser dans sa vodka la salière entière. Ou bien, quand le type est debout pour faire
faire un speech, porter un toast, alors on met une tomate sur sa chaise afin qu'il écrase ses tomates en s'asseyant. Ces plaisanteries imbéciles le mettent dans une grande joie, il se tape les cuisses, il est fou de joie. Côté de vulgarité et côté d'inhumanité. Inhumanité évidente, par exemple, au moment des grandes purges de 1936-37, peu lui importera les relations de famille. Il va faire tuer 2 de ses beaux-frères et il y a un vieux bonhomme qui s'appelle Yekunidze qui avait été le parrain de sa première femme, je vais vous en parler dans un instant, qui fera tranquillement passer au poteau d'exécution. Mais sur cette inhumanité, je voudrais donner 2 détails qui sont l'un et l'autre assez saisissants. L'un, enfin ils sont tous les 2 racontés par Svetlana. Il s'agit de Zhdanov. Vous savez peut-être Zhdanov, c'est vers les années du 49-52. Zhdanov s'occupait particulièrement des écrivains, enfin de l'esprit, de la culture, entre guillemets. Et Zhdanov est un homme qui tombe malade assez rapidement. Il s'obstine à essayer de continuer et il y a un grand dîner qui est organisé par Staline. Svetlana était là et Zhdanov est très malade. Il est livide, il est là comme ça parce qu'il veut être présent et il ne dit rien, il regarde Staline. Alors raconte Svetlana, au milieu du repas, mon père se met fou furieux et dit, en le montrant du doigt, en montrant du nez Zhdanov qui était presque mourant, il dit, mais regardez-le, il se prend pour Jésus-Christ, il me fixe comme s'il était Jésus-Christ lui-même. Bon. Mais il y a l'affaire Yakov. Qu'est-ce que c'est Yakov? Ben, c'est son fils. Il y a eu 2 mariages, nous allons y venir dans un instant. Yakov, c'est-à-dire Jacob, était un garçon que Lénine semblait ne pas aimer beaucoup. Il était officier dans l'armée rouge et il avait été capturé par les Allemands. Vous savez à quel point il y a eu des divisions entières qui ont été encerclées et Staline n'acceptait pas qu'un soldat russe se fasse faire prisonnier. C'était un traître dès qu'il était prisonnier. Il devait se tuer mais jamais être prisonnier. Et son fils était prisonnier. Alors Hitler avait fait un coup assez atroce, il avait photographié ce fils de Staline, habillé assez misérablement, et il avait répandu par milliers des photographies du fils de Jacob Staline sur Moscou. Alors un reporter américain avait interrogé Staline et avait dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un trucage? Et Staline avait répondu cette chose horrible, je n'ai jamais eu de fils qui s'appelle Jacob. D'autre part, il va dire 2 fois à sa fille, il va lui dire, première fois, les Allemands m'ont proposé d'échanger mon fils contre les prisonniers allemands, je vais marchander, dit-il à sa fille. Puis il se reprend et il dit, non, je ne marchanderai pas. Et à ce moment-là, écrit Svetlana, mon père était haletant. Et puis il y a la disparition de ce fils. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et lui, il va dire à Svetlana, tu sais, j'ai reçu la lettre d'un officier belge qui avait assisté à l'exécution de mon fils par les Allemands. Il n'y a jamais eu de lettre d'un officier belge. On ne sait pas en réalité ce qui s'est passé, et des soupçons rôdent, comme quoi Staline n'aurait pas voulu que son fils revînt pour ne pas le mettre dans une situation difficile, puisqu'il envoyait directement les prisonniers libérés, il les envoyait dans les camps de concentration. Il a été, à l'égard de son fils Jacob, d'une ignominie, il faut bien le dire, affreuse. Je viens de vous parler de ses mariages. Il s'est marié 2 fois. Première fois, quand il était ce permanent, sans cesse à courir à travers la Russie, il avait épousé, on n'a pas de date, mais c'est vers 1904, Ekaterina Svanidze, qui était une Géorgienne comme lui. Elle avait 17 ans et demi, c'était une fille pieuse, lui était déjà un militant athée, il semblait l'aimer beaucoup, ils avaient cet enfant qui s'appelait Jacob, et elle est morte sans doute de tuberculose rapidement. On dit qu'elle est morte en 1908. Là, il y a un récit, peut-être suspect, fait par un instituteur de Staline quand il était encore à l'école primaire, et cet instituteur a raconté que le jour où il a enterré Ekaterina, qu'on appelait Keke, Ekaterina Svanidze, Staline, se frappant la poitrine, aurait dit « Mon Dieu, quel désert, tout est vide là ». Je n'en suis pas sûr. Toujours est-il qu'à 40 ans, il va se remarier. Il va être marié avec Nadia Alilouyeva, et cette fois, c'est une militante, c'est quelqu'un qui est dans le parti, qui pense comme lui, qui l'avait accompagné, c'était sa maîtresse, à Tsaritsyn. Vous savez, quand il a fait cette défense très importante, il va l'épouser, et elle mourra en 1932, le mariage est de 1919, elle mourra en 1932, suicidée. Cette question du suicide reste aussi obscure, on ne sait pas pourquoi elle s'est suicidée. Et Svetlana raconte que dans les derniers temps de sa vie, son père lui parlait tout le temps de sa mère. Parce qu'elle a eu 2 enfants, Nadia, elle a eu Vassili, et elle a eu Svetlana qui était née en 1926. Et on ne sait pourquoi, Svetlana dit, mon père était vraiment hanté par la mort de maman, et revenait toujours sur ce suicide, il disait c'est un suicide sans cause, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il est vrai qu'il a ajouté un détail que je vais vous dire et qui est tout de même un peu alarmant. Il raconte à Svetlana, qui le note dans ses propos, et il dit, mais un jour ta mère, qui travaillait du reste, elle travaillait à l'Académie des sciences de Scooby, et elle s'occupait des textiles industriels. Bon, elle rentre un soir, tard, fatiguée, fiévreuse, alors elle se couche, je m'occupe d'elle, puis j'apporte une bouillotte, et elle me dit, en me regardant tendrement,
Alors c'est vrai que tu m'aimes un peu. Mais pour qu'elle ait dit ça, c'est vraisemblablement qu'elle lui avait donné les preuves qu'il ne l'aimait pas beaucoup. Et je crois pouvoir vous dire qu'effectivement, il y avait eu des drames entre eux, que peut-être il avait des maîtresses, je ne sais rien. Mais ce qui est une certitude, c'est ce que raconte Svetlana, c'est que maman avait voulu à un moment s'enfuir avec les 2 enfants, moi et mon frère, et aller jusqu'à Leningrad. Il l'avait obligé de revenir. Ça n'allait pas. Evgenia, qui est une des tantes de Svetlana, lui racontera ceci. À partir de 32, de la mort de ta mère, ton père a énormément changé. C'était alors quelqu'un qui s'entourait volontiers d'amis, il sortait dans les rues, il sortira plus dans les rues. Il s'enfermera, il deviendra un homme sauvage, il fait construire à partir de 34 cette dacha de Kuntsevo. Enfin, c'est un homme qui profondément est atteint, semble-t-il, a profondément changé. Svetlana maintenant. Svetlana parle de son père avec une grande tendresse. Vous verrez à la fin ce qu'elle dit tout à fait à la fin. Elle dit, il avait avec moi une fougueuse tendresse, c'est le mot qu'elle emploie, une fougueuse tendresse. Et elle a publié dans son second volume des petits billets que son père lui avait écrits et qui sont évidemment émouvants. Je crois que c'est une manie russe de donner des diminutifs, alors elle s'appelait, il faut prononcer paraît-il, Svetlana. Il l'appelait Svetotska, ou il l'appelait Setanka chérie. Il y a une petite lettre de lui, il avait à ce moment-là 50 ans à peu près, qui se termine comme ça, je t'embrasse bien bien fort, mon petit moineau. En 1943, il y a un drame entre lui et sa fille parce qu'elle est la maîtresse, elle a 17 ans, d'un garçon que Staline méprise et il exige qu'elle lui donne les lettres et elle dit mais je l'aime. À ce moment-là, il la gifle 2 fois. Ça sera une profonde brisure entre eux. Elle finira par pardonner à son père, elle se marie, il aura des enfants et vers la fin de sa vie, elle le voyait assez souvent, lui amenant les petits. Et il y a une phrase que je vais vous citer tout de suite parce qu'elle m'importe. Elle dit, lorsque j'amenais les enfants auprès de papa, il avait l'air un peu heureux. Mais c'est à l'égard de sa mère, ce que m'intéresse beaucoup, ce que j'ai à vous dire maintenant. Sa mère a vécu jusqu'en 1936. C'était une paysanne, enfin une femme, vous savez, très rustre, extrêmement croyante. Or, vous savez que Staline était un homme incroyant, violemment incroyant, et qui avait travaillé pour les sans-dieux, en fait, qui exigeait qu'il fallait faire disparaître le christianisme. Or, il répétait, à Svetlana, tu sais, ta grand-mère, elle était extrêmement intelligente. Svetlana se rappelle encore une visite qu'on l'avait envoyé faire à la grand-mère. La grand-mère était restée dans le pays, était restée à Gori, où il était né, et il avait voulu lui offrir un palais à Tiflis pour ne pas lui déplaire. Elle était allée dans ce palais qui s'appelait donc Tbilisi, et savez-vous ce qu'elle avait choisi comme résidence dans ce palais? Elle avait pris un ancien vestiaire qui était à l'entrée du palais, un vestiaire, où il y avait, raconté par Svetlana, un lit de fer, une cuvette sur une petite table et un placard où elle pendait ses affaires. Comme elle était malade, Staline avait envoyé les 3 enfants, c'est-à-dire ce Jacob qui n'aimait pas beaucoup, son Vassili et Svetlana dit c'était très pathétique d'être devant la grand-mère parce qu'elle ne savait que le géorgien, et nous ne savions pas le géorgien. Alors elle essayait de nous parler, elle avait des yeux gris clair, paraît-il, des yeux de ciel, disait Svetlana. Alors comme elle ne pouvait pas parler, elle avait apporté des bonbons pour nous, et il y avait déjà 2 d'entre nous qui étaient grands, et nous distribuait ces bonbons en pleurant. Elle adorait son fils, elle faisait de la confiture de noix qu'il mangeait affectueusement parce que c'était fait par sa mère. Elle lui avait tissé, raconte Svetlana, une couverture en laine du Caucase, à la fois très légère et chaude, qu'il conservait pieusement, qui gardera, connaissez-vous, jusqu'à la fin de sa vie. Mais ce qui me frappe le plus, voyez-vous, c'est ce respect qu'il avait pour sa mère. Il avait demandé qu'on ne fasse pas de persécution religieuse à Gori ni à Tiflis pour qu'il puisse toujours suivre les cultes. Et c'est ce mot que je vous ai indiqué tout à l'heure et que je vais éclairer. Oh, ta grand-mère, elle était très intelligente. Et savez-vous ce qui le frappait le plus? Ça me paraît important. Il dit, ta grand-mère, tu sais, elle n'était pas du tout éblouie par ma carrière. Elle aurait tellement voulu que je sois pop. Alors quand je l'avais invitée à Moscou et qu'elle était venue 2 fois et que je lui montrais, tu vois, le Kremlin a fait tout ça, c'est à moi. Elle me regardait tristement. Jamais elle n'a marché, disait-il, jamais elle n'a marché pour ce culte de la personne. Alors là, attention. Bon, c'est pas la peine que je vous donne des détails, vous savez, on en sait beaucoup là-dessus. Il insistait beaucoup, lui-même le voulait, ce culte de la personne. Je vois encore un texte qui est 35, enfin printemps 35, dans la Pravda, qui est un poème en l'honneur de Staline, où il y a ceci, qu'ils disent au charbon de venir blanc, et il en sera comme le veut Staline. Savez-vous que dans les écoles, les enfants étaient obligés, à la place de la prière d'autrefois, de commencer la classe en disant « Merci au camarade Staline qui nous fait une jeunesse heureuse ». Vous savez aussi que Staline avait fait ériger son buste sur l'Elbrus, qui est le plus haut sommet du Caucase, et qu'il avait lui-même vérifié l'inscription. Sur le plus haut sommet de l'Europe a été érigé le buste du plus grand homme de tous les temps.
Savez-vous encore qu'il a dédouané, comme on dit, je ne sais pas quel est le mot juste, des tonnes de cuivre pour sa statue, une statue énorme de 72 mètres de haut qu'on avait construite au début du canal Volga-Don. Il travaillait très efficacement et très sérieusement, sachant ce qu'il faisait à ce culte de la personne. Et voilà que Svetlana nous dit, oh, mon père était bien loin de se prendre pour un dieu. Et les deux détails qu'elle nous a donnés et que je vais vous dire sont assez saisissants. Le premier est de 51. En 51, il est à peu près réconcilié avec son père et il veut lui montrer son coin d'enfance, quoi. Il lui fait faire un voyage en Géorgie, il l'a amené à Gori et ailleurs. Et naturellement, les villageois sont prévenus, on sait que le magnifique Staline va passer. Alors ils sortent du village, ils sont là à brandir des drapeaux, à pousser des cris. Il y a le chauffeur devant, il y a derrière Staline et sa fille. On traverse un premier village parmi les ovations, un deuxième village parmi les ovations, et on arrive en vue d'un troisième village où il aperçoit de loin les paysans qui sont là et qui commencent à remuer leurs drapeaux. Alors mon père, dit-elle, dit au chauffeur, allez, retourne, pars, quels idiots, mais bon Dieu, quels idiots, en désignant ces gens qui voulaient l'acclamer. Premier point. Deuxième point, ça c'est au Bolchoï, le jour de ses 70 ans, c'est donc en décembre 49, quand il entre et qu'il se présente devant son balcon, là, foule se met debout, les acclamations ne cessent pas, alors il se retire, il va derrière dans le fond de la loge et il dit à Svetlana, remplace-moi. Alors Svetlana est debout, qui fait des gentillesses devant les gens, quelques sourires, et c'est interminable. À ce moment-là, dit-elle, je me retourne un peu, je regarde papa. Il était dans le fond de la loge à se ronger les poings et en tremblant de rage. Tremblant de rage. Des imbéciles. Quoi? C'est un homme qui était bien loin, en effet, de se prendre pour un dieu et qui disait c'est tout de même malheureux de penser qu'on peut faire n'importe quoi avec la bête humaine. Autrefois, hein, ces gens croyaient aux icônes, ils avaient besoin d'idoles. Eh ben, je vais leur en coller des idoles. Je veux plus d'idoles Christ, je veux plus des icônes, mais je veux moi à la place. Parce qu'il faut utiliser ce sentiment imbécile des gens, ces gens qui méprisent, hein, mais il sait comment les tenir. J'ai l'impression, voyez-vous ça, je me risque un peu, j'ai l'impression que Staline est très loin de se considérer comme un dieu et même pas l'équivalent d'un homme comme Trotsky. Il avait approché Trotsky, il savait que Trotsky avait une puissance charismatique, si vous voulez, Trotsky se faisait entendre de la foule, lui est incapable de parler. Il ne peut pas parler en public, hein. Peut-être il y a son accent géorgien qui le gêne, mais il n'a pas le contact. Pensez-vous que pendant la guerre, jamais il n'est allé sur le front, on a fait croire qu'il était à Stalingrad, il n'y est jamais allé. Il n'allait pas sur les chantiers, là, au Magnitogorsk ou ailleurs, jamais. Tandis que Trotsky est un homme qui avait cette possibilité de se faire entendre, possibilité qu'avait déjà Lénine. Lui, à mon avis, porte jalousie à ceux qui l'ont entouré au départ, les Kamenev, les Zinoviev, les Boukharine, les Trotsky, parce qu'il les sent supérieurs intellectuellement à lui. Alors bon, il va se venger en établissant ce culte de la personne dont il se sert abondamment, mais qu'en même temps il méprise. J'ai encore autre chose à vous dire qui peuvent avoir quelque intérêt. Je voudrais vous parler de ceci. Un certain humour chez lui, assez inattendu, mais dont j'ai deux petites preuves qui m'intéressent. Ces petites preuves, les voici. Premier humour, il était très mal avec Nadia Krupskaya, hein, la veuve de Lénine, qui, héritière de la pensée de son mari, considérait que Staline était un personnage finalement dangereux. Alors, Staline, un jour, fait cette proposition, pince sans rire, et dit, je pense qu'il faudrait envisager la question de nommer quelqu'un d'autre au poste de veuf de Lénine. Et puis la deuxième plaisanterie m'a été racontée directement à part Jox, que je connaissais, Louis Jox, celui qui est toujours député maintenant, et Louis Jox avait été un petit moment en 52 ambassadeur de France à Moscou. Il était chargé, Jox, par le gouvernement français, de présenter à Staline toute la justification de l'OTAN. Vous savez ce que c'est, l'Organisation de défense de l'Atlantique Nord. Hein. Et le topo que devait tenir Jox, qui me racontait ça en souriant devant moi, c'était d'expliquer que ça n'avait aucun caractère agressif, que cette OTAN n'était même pas défensive, enfin c'était une organisation humanitaire. Je développais ça sans y croire beaucoup, disait monsieur Jox. À ce moment-là, Lénine, qui tirait sur sa pipe, me regardait avec attention, puis tout à coup il se tourne vers Vichinsky. L'épouvantable Vichinsky, vous savez, le procureur autrefois qui terminait toutes ses plaidoiries, si je puis dire, puis tous ses réquisitoires, en disant « tuez ces chiens enragés ». Vichinsky s'était beaucoup amélioré, il s'habillait très noblement, il avait un genre très distingué de diplomate, et il était ministre des Affaires étrangères. Alors, Jox continue, et après mon petit exposé, dit-il, sur l'OTAN, je vois Staline se tourner vers Vichinsky avec un visage sérieux, dit, mais dites-moi, Vichinsky, dans ces conditions, je ne comprends pas, nous n'ayons pas encore adhéré à l'OTAN. J'étais capable de faire un certain nombre d'astuces comme ça. Un homme cultivé, hein, j'insiste beaucoup là-dessus. Voyez-vous, cet homme prolétaire, hein, qui n'était pas du tout dans le milieu de Lénine, est un homme qui a beaucoup plus lu.
Lénine se bornait à la littérature russe. Il ne voulait pas lire littérature étrangère. Et quand il était, lui, Staline, au séminaire, on sait que 2 fois des livres lui avaient été saisis, des livres, vous allez voir, vraiment épouvantables. La traduction des Travailleurs de la mer de Victor Hugo et la traduction de 93. Parce qu'il ne dédaignait pas la culture occidentale. Il connaissait Victor Hugo, il avait lu Shakespeare, il savait qui était Byron, parce que Lénine ne voulait pas en entendre parler. Dostoïevski est un homme que Lénine méprise, parce que Dostoïevski croit à l'âme, et l'âme humaine, pour Lénine, ça n'existe pas, c'est un épiphénomène. Et les conversations de Staline avec Djilas, vous savez qui c'était Djilas? C'était l'homme que Tito avait délégué auprès de lui pour essayer que la séparation ne se fasse pas trop violemment. Dans les conversations avec Djilas, il y a ceci, qui est russe, qui est assez surprenant. Staline coupe la parole à Djilas et lui dit, vous avez lu bien entendu Dostoïevski. Alors Djilas lui secoue la tête. Et Staline lui dit à ce moment-là, vous savez, Djilas, combien l'âme humaine est complexe. Eh bien, ce mot âme humaine et complexe est une chose totalement inattendue dans cette bouche de Staline, et c'est quelqu'un qui avait une ouverture spirituelle que l'on ne devine pas d'abord, mais qui était de même grande. Je voudrais vous citer une phrase presque incroyable de Gaulle dans ses mémoires. Les quelques pages, une dizaine de pages que De Gaulle a consacrées à Staline au cours de la visite qu'il lui a fait au début de décembre 1944, et ce sont des pages les mieux écrites peut-être par De Gaulle, qui avait un sentiment littéraire assez semblable à celui, je crois, de Chateaubriand. Et ce que va dire, en 2 mots, un substantif et un adjectif, les 2 mots que va prononcer De Gaulle sur Staline, ça serait digne de Chateaubriand. Sortait de lui, écrit le général de Gaulle, un charme ténébreux. Ténébreux, je comprendrais bien, charme, je comprends moins, je voudrais essayer de comprendre. Voyons, regardons un petit peu ce que nous savons sur les derniers mois de sa vie. Il y a quelque chose de nouveau là-dessus, qui est très curieux, que Svetlana nous a raconté. Dans cette villa, dans cette magnifique propriété de Kuntsevo, il ne s'occupait pas de son mobilier, ça l'intéressait pas. Vous savez, c'était un homme qui vivait de hard. Quand il apparaissait en public assez rarement, du reste, il s'habillait très bien. Quand il était à Yalta ou à Potsdam ou à Téhéran, il était splendide. Mais quand il était chez lui, il vivait dans une espèce de loque. Ça ne l'intéressait pas. Il allait de véranda en véranda, se traînant. Quand il faisait beau, il se faisait établir une chaise longue au soleil. Mais dans les derniers mois, il s'occupait donc pas de l'ameublement. Il y avait quelques tapis qu'on lui avait offerts. Et voilà que dans la dernière année de sa vie, donc disons, si vous voulez, fin 52 et début 53, il s'était mis de la manière la plus inattendue à découper dans les illustrés russes des images qu'il avait, des posters, si vous voulez quoi, qu'il avait lui-même collés ou punaisés contre les murs de Kuntsevo. Or, ces images que Svetlana avait regardées avec surprise étaient toutes des images d'enfants. La première représentait un petit garçon au soleil qui descend très vite comme ça une pente de ski. Il a l'air très heureux, il file sur ses skis. Le deuxième, c'était 3 gosses, des petits garçons et des petites filles qui sont sous un cerisier en fleurs. Et la troisième image, toujours découpée et collée par Staline contre le mur, c'est une petite fille, une toute petite fille, qui allaite un agneau en le faisant sucer un biberon. Svetlana était très intriguée par ce goût qu'avait brusquement son père à la fin de sa vie pour les enfants, et je viens de vous le dire, permettez-moi de vous le répéter, qu'elle disait quand je lui amenais les petits, c'est seulement à ce moment-là qu'il avait l'air un peu heureux. Charme. Qu'est-ce qui pouvait bien sortir de charme chez lui? Alors je vais vous expliquer comment De Gaulle voyait ce personnage de Staline. Il disait, Staline est quelqu'un qui se tient pour l'héritier des tsars. Et je pense que c'est vrai. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous indiquais qu'il s'occupait même plus de congrès, puisque de mars 1939 à l'automne 1952, plus de réunions. Il est vraiment le maître absolu, le maître tout-puissant. Et d'après De Gaulle, il lui semblait que dans la conversation, Staline revenait perpétuellement sur 2 sujets, qui étaient Pierre le Grand et qui étaient Ivan le Terrible. Qu'est-ce qu'a fait Pierre le Grand et pourquoi l'admirait-il tant? Pierre le Grand, vous le savez bien, a fait sortir de terre une ville qui était Saint-Pétersbourg, qui était sur des marécages, et il a consommé des quantités de vie humaine, environ, paraît-il, 100 000 serfs. Bon, eh bien, Staline est quelqu'un qui, à l'imitation de Pierre le Grand, est fasciné par ce qu'il est par Pierre le Grand, veut faire sortir de terre, non pas tellement des villes nouvelles, mais des complexes industriels nouveaux. Et ça coûtera ce que ça coûtera. En vie humaine, ça n'intéresse pas du tout. Il a une main-d'œuvre inépuisable, il n'a qu'à pomper le goulag, et il a les gens qui voudra. Si bien que ces meurtres horribles de Staline, je me risquerais à les appeler des meurtres abstraits, je m'explique. C'est un homme qui n'assiste jamais à une exécution. C'est un homme qui n'est certainement pas sadique, car il ne se fait jamais raconter une exécution ni une torture, mais il considère que ça fait partie du métier. C'est comme ça que conduit une nation, surtout une nation d'arriérés et d'imbéciles, selon lui, comme la Russie. Voilà ce que De Gaulle expliquait. Regardons maintenant
ces derniers moments de Staline. Svetlana a raconté ça en détail. Il avait fait de nouveau une de ces orgies, mais de ces orgies simplement de beuverie, vous savez, où lui, je vous le répète, ne buvait jamais trop, mais il aimait voir se saouler les autres. Il y avait, si je me rappelle bien, il y avait Khrouchtchev, dont il faut bien vous dire que Khrouchtchev était une espèce de pitre qui amusait beaucoup Staline, ce qui n'empêchera pas de cracher sur lui après. Hein. Il y avait Bulganin, il y avait Malenkov, un des successeurs, et un quatrième que j'oublie. C'était un samedi soir que ça se passait. Et on savait bien dans la domesticité que Staline n'apparaissait pas le lendemain matin très tôt puisqu'il était couché à 5 heures du matin. Et j'ai oublié de vous dire, permettez-moi de le dire maintenant, les rapports avec la domesticité sont assez intéressants. Svetlana observait ça et disait, mon père était incroyablement gentil, absolument pas hautain, même affable à l'égard des domestiques, s'intéressait à eux, parlait de leur famille. En revanche, il ne supportait pas ce général qu'on avait mis à côté de Kounstevo avec la garde spéciale de Staline, qui s'appelait le gros Vlasic, et mon père était d'une insolence incroyable, le ridiculisait, il a fini par le chasser, à cause de la flagornerie qu'il ne supportait pas de ce général. Lorsqu'il va être mort, laissez-moi vous dire ça d'avance, les domestiques ont demandé à venir saluer le corps de Staline, tous pleuraient. Bon, peut-être que c'était plus ou moins factice. Svetlana dit, les uns se mouchaient dans leurs doigts, les autres simplement essuyaient leur nez avec leurs coudes. Ils pleuraient, et ce qui a été assez impressionnant, c'est Valetchka. Valetchka, il avait depuis 18 ans, au service de mon père, je suppose, disait-elle, qu'il couchait de temps en temps avec elle. Et lorsque elle l'a vu, là, mort et bien habillée, elle s'est abattue sur sa poitrine. On a essayé de la relever, c'était pas convenable. Elle tenait embrassé cet homme, elle posait sa tête sur cette poitrine morte et n'en finissait plus de sangloter. Bon, alors cette mort. Donc le dimanche, il n'apparaît pas, et bon, les domestiques n'osent pas bouger, il y a quelqu'un qui était chargé d'annoncer, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, ça veut dire, Staline est sorti des appartements. Toute la journée du dimanche se passe sans qu'il y ait de mouvement. Si bien que dans la nuit du dimanche à lundi, ce responsable de Kounstevo téléphone à Malenkov ou à je ne sais pas qui en disant, vous savez, le maître n'a pas apparu. Alors on s'est amené et on a découvert un Staline qui était étendu par terre sur un tapis, même pas sur son divan, il était sur un tapis, il semblait étouffé, il avait le visage en fait très rouge foncé, presque noir, et vraisemblablement il avait eu une attaque cérébrale. Alors bon, on le porte, on le met sur ce divan, on appelle des tas de docteurs, alors on fait diverses piqûres, on améliore de l'oxygène, mais on n'arrive pas encore à le ranimer, et peu à peu, tout de même, une amélioration vient. Il rouvre les yeux, il regarde. J'étais là, dit Svetlana. Et il y avait une infirmière qui essayait de lui faire boire, dans sa mâchoire assez contractée, de lui faire boire un petit peu d'eau à la petite cuillère. Alors je vois encore mon père qui a levé les yeux, et au-dessus de ce divan où il était en train de mourir, il y avait l'image que je vous ai racontée tout à l'heure de la petite fille qui allaitait l'agneau. Et il avait l'air de dire, regardez où j'en suis. Moi, drôle d'agneau, naturellement. Hein. Bon, puis quelques minutes se passent, il commence à se noircir, enfin son visage devient tout à fait marbré, et dit Svetlana deux choses. Il promena sur nous tous un regard, je cite, un regard insensé et furieux, hein, insensé et furieux. Puis avec son bras gauche, il a essayé un geste que nous n'avons pas compris, qui pouvait être un geste, soit le commencement d'un choc pour nous frapper, soit au contraire un mouvement de malédiction. Et c'est au moment où il fait ce geste affreux, ce geste de malédiction, avec ce regard furieux et insensé, c'est à ce moment-là qu'il disparaît.